Bonjour tout le monde, bienvenue dans Lecture non classée. Aujourd'hui c'est La montagne dans la mer de René Lehr. Générique. Et c'est qui l'auteur? René Lehr est né au Québec. Le français a été sa première langue. Il a vécu et travaillé à l'étranger pendant 2 décennies. Il a servi dans les corps de la paix au Turkménistan. Il a ensuite travaillé plusieurs années pour des ONG dans le secteur de l'éducation au développement à l'international. Puis il travaille pour le département d'État des États-Unis en tant qu'agent du service diplomatique. Il exerce en particulier en Russie et dans des pays russophones d'Asie centrale, du Caucase et des Balkans. Il travaille ensuite comme conseiller au sein du bureau des parcs marins de la NOAA. En 2023, il entre à l'Institut de politique internationale des sciences et technologies à l'université George Washington. C'est l'année de la parution de La montagne dans la mer, son premier roman, Prix Locus. Russophone, c'est un grand lecteur de science-fiction russe ainsi que de science-fiction polonaise dans des traductions russes. En plus du russe, il parle le turkmène, l'albanais, l'azéri, le turc et le vietnamien, la base. C'est ce que l'on appelle un troglodyte. Et c'est quoi l'histoire? Elle s'articule autour de Han Nguyen, une biologiste marine renommée, appelée sur l'île vietnamienne de Con Dao. Sur cette île isolée, une découverte extraordinaire a été faite. Un groupe de pieuvres semble posséder une forme d'intelligence collective sophistiquée. Ces créatures ne se contentent pas de réagir à leur environnement. Elles communiquent entre elles à travers un langage inédit. A travaille sous l'autorité de Dyanima, une puissante corporation technologique. À ses côtés, on trouve Evrim, le seul androïde pleinement conscient jamais créé, une intelligence artificielle incarnée qui joue un rôle clé dans la compréhension de ces pieuvres et de leur langage. Evrim est également un miroir pour A, remettant en question ses conceptions sur la conscience, l'humanité et les limites entre l'organique et l'artificiel. Eiko est un travailleur esclave sur un navire-usine automatisé. Il est pris dans un système d'exploitation implacable où les conditions de travail sont brutales et la surveillance technologique omniprésente. Son parcours met en lumière les conséquences déshumanisantes d'un capitalisme technologique poussé à l'extrême. Rustem est un hacker brillant, autodidacte et solitaire. En piratant des bases de données et en déjouant des problèmes de système de surveillance, il met à jour des informations sensibles concernant les expérimentations menées sur Con Dao. Rustem est en quelque sorte une incarnation de l'individu face aux méga-structures technologiques et politiques. Un esprit brillant, mais vulnérable, essayant de naviguer dans un monde où il est facile de perdre son humanité. Atlante Setsek est une garde du corps mongole et une guerrière engagée par Dyanima pour surveiller A et Evrim et également les protéger sur l'île de Con Dao. C'est un personnage complexe, un mélange d'efficacité redoutable et de questionnement humain qui va évoluer au cours du récit. À leur côté, les points 5, ce sont des intelligences artificielles spécialisées, on pourrait dire des sous-produits des avancées technologiques dans le domaine de l'IA. Ça peut être des assistants personnels, mais ils sont également programmés pour simuler des réponses empathiques, créant l'illusion d'un échange authentique. Cela les rend particulièrement séduisants pour les personnes souffrant de solitude ou recherchant une interaction dans le désordre émotionnel des relations humaines. Certains peuvent prendre la forme de voix amicales, d'avatars virtuels ou même d'hologrammes interactifs. Dis-nous quels sont les thèmes. Outre les implications de l'IA et la communication interespèces, Neller traite plusieurs thèmes sociaux importants. Le roman aborde des sujets contemporains tels que la surpêche et l'impact humain sur l'environnement à travers ses pratiques industrielles destructrices. Il dépeint également une société où les humains sont réduits à l'esclavage par une intelligence artificielle sur un navire-usine, soulignant les dangers potentiels de la technologie non maîtrisée. Ensuite, il y a bien l'humanisme et les conditions sociales. Ces récits mettent souvent en scène des personnages issus de classes sociales défavorisées. Neller se concentre sur la vie quotidienne et les luttes des individus face aux transformations du monde, mais aussi sur les tares de la société moderne tels que le racisme
et le sexisme. On veut connaître les références. Eh bien, on pense au roman de Robert Merle, Un animal doué de raison, avec ses dauphins Fa et Bi, à qui une équipe de chercheurs a pu enseigner l'anglais. Ces recherches, motivées par des intérêts militaires, visent à utiliser ces dauphins pour des missions secrètes. Problématique, bien sûr. Ensuite, on pourra penser à la nouvelle de Ted Chiang, L'histoire de ta vie, adaptée au cinéma par Denis Villeneuve sous le titre Premier contact. En ce qui concerne la conscience et l'intelligence artificielle, on peut évoquer Gnomon de Nick Harkaway. Ce roman est un véritable labyrinthe intellectuel. Les machines y apparaissent capables de considérablement altérer l'être humain dans ses interactions sociales, mais elles peuvent aussi directement agir sur son esprit, sous prétexte de le guérir de supposés troubles psychiques. Ensuite, il y a Diaspora de Greg Egan, un chef-d'œuvre de la hard science-fiction. Il interroge la nature de l'humanité au-delà des limites biologiques, tout en offrant une réflexion sur l'identité et l'existence dans un univers numérique. Puis Vision aveugle de Peter Watts. Ce récit de premier contact explore les notions de conscience et d'intelligence à travers des personnages aux traits psychologiques radicalement différents. On parlera également de Clara et le soleil de Katsuo Ishiguro. Ce roman raconte l'histoire d'une androïde conçue pour tenir compagnie aux enfants, offrant une perspective unique sur la manière dont les machines perçoivent les humains. La trilogie Singularité par Robert J. Sawyer. Cette série décrit la création d'une IA à partir d'Internet, explorant son développement éthique et moral en interaction avec une adolescente aveugle. Ray Naylor s'inspire également d'œuvres telles que Dans les profondeurs du temps d'Adrian Tchaïkovski et La chose en soi d'Adam Roberts, qui explore également des thèmes similaires de communication interespèces et de conscience. Le style narratif dense et les questions philosophiques rappellent également les travaux de Jeff Vandermeer et sa série Southern Reach. En général, ses plus grandes influences sont James Tiptree Jr. et Stanislas Lem, ainsi que Dick, Sturgeon, Le Guin, Leiber et Wolff. Patricia Highsmith a eu également une importance considérable sur lui en tant qu'écrivain, mais c'est William Shakespeare qu'il place au-dessus de tout. Dis-nous en plus sur la structure. Ce roman de 448 pages, paru aux éditions Le Bélial le 26 septembre 2024, est traduit par Henri-Luc Planchat et sa très belle couverture est illustrée par Nicolas Fructus. L'histoire est racontée à travers plusieurs perspectives, celle des humains, celle de l'intelligence artificielle, dont on explore les pensées et réflexions, puis celle des pieuvres, dont les interactions sont décrites de manière méticuleuse et presque poétique. Le livre mêle des éléments de thriller scientifique, de science-fiction spéculative et de méditation philosophique. Outre la progression de l'histoire principale, des digressions et des réflexions viennent enrichir la trame narrative, souvent à travers des extraits de textes fictifs comme des articles scientifiques ou des réflexions philosophiques. La mort fait partie de nous. Elle modèle nos corps dès le début. Nous pouvons croire que nos doigts sont formés par la division des cellules dans l'utérus, mais ce n'est pas le cas. Les doigts sont ciselés dans une pagaie de chair par la mort des cellules, tout comme David a été façonné par son sculpteur dans un bloc de marbre. Sans la mort, la vie n'aurait aucune forme. Depuis mon plus jeune âge, j'ai voulu fabriquer des esprits. J'ai vu les yeux vides de mes poupées, leur regard inexpressif, leur clignement stupide tandis qu'elles débitaient machinalement leurs phrases préenregistrées. Je voulais obtenir davantage de leur part. Je voulais une relation que je ne pouvais pas recevoir de mon père, à peine une ombre dans ma vie, ni de ma mère, toujours absente, et qui m'ignorait même lorsqu'elle se trouvait à la maison. Le principe de l'existence est d'être vu par les autres. C'est peut-être pourquoi les humains sont amenés à créer des esprits différents des nôtres. Nous voulons être vus, qu'on nous remarque. Nous voulons que quelqu'un nous découvre. Dans la solitude structurée de ce monde moderne, nous sommes bien souvent ignorés par nos congénères humains, qui ne nous adressent jamais un second regard. Voilà ce à quoi je rêvais quand j'étais une fillette, que mes poupées s'animant, me reconnaissent et me sauvent de la solitude provoquée par l'invisibilité. Par le docteur Minervu de Tirchan, dans son ouvrage Fabriquer des esprits. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce roman ou certains des textes qui ont pu lui servir de référence. Si vous avez aimé mon petit exposé, eh bien pouce vers le haut, abonnez-vous, rabonnez-vous et n'oubliez pas,
La littérature SF